Ma suggestion pour mieux manager les risques, c'est de construire les ouvrages souterrains en zones non construites, hors des zones urbaines. Mais il paraît que ce n'est pas très efficace. Pourtant, chaque fois qu'on fait une ligne de métro, les bouts des lignes de métro sont au milieu des champs, mais quand on finit les travaux, c'est déjà tout urbanisé. Donc il faut effectivement essayer d'aller plus vite, comme on veut le faire sur la ligne 18, où actuellement ce sont des champs. Mais si on attend trop d'années, je crains qu'on se retrouve avec des conditions tout à fait différentes. Donc comment peut-on... Excusez, il y a un premier risque, c'est que ça n'a pas bien marché. Si, c'est bon. Donc comment peut-on ne pas se faire noyer? Parce qu'effectivement, la moindre ligne de métro, c'est tout de suite 1000 à 2000 bâtis. Donc on ne va pas s'amuser à faire des études détaillées de chacun des bâtis. Donc il faut arriver à hiérarchiser. Donc c'est le grand mot, la hiérarchisation. Donc pour se mettre dans l'ambiance, j'ai eu une sueur froide ce matin, mais heureusement j'ai sorti le même chiffre. Donc quelques exemples où on a mal managé les risques. Là, ça remonte à quelques années. Pour moi, c'est pas si vieux que ça. Pour vous, vous n'étiez pas nés, certains. Mais c'est 130 millions d'euros quand même. Donc chaque fois, on voit l'unité, c'est autre chose. Le premier tunnel de Toulon, 20 millions d'euros. Alors, là, on voit la photo, c'est sympa parce que très souvent, et ça nous est déjà arrivé, que le Fonticlon-Crest est devant un immeuble et non pas sous l'immeuble. Là, c'est avant de passer sous les immeubles. Au métro de Toulouse, ça nous est arrivé aussi d'avoir le Fonti juste à côté de l'immeuble. Donc la nature est bonne mère. Et c'est là où j'ai eu une sueur froide. Le chiffre, c'est le même, 20 millions d'euros. 50% pour maître d'ouvrage, maître d'œuvre, 50% pour l'entreprise. Et là, c'est pas grand-chose, c'est juste un forage, le dernier qui a été fait juste avant Noël. Donc l'entreprise de forage, bien sûr, elle voulait clore le dernier forage juste avant Noël. Malheureusement, il y a une conduite de gaz qui était normalement repérée, mais qui a été oubliée. Et on a juste eu le temps d'évacuer les gens, une vingtaine d'appartements qui ont été soufflés complètement, juste quelques pompiers blessés. Donc on voit un petit peu le risque bâti, ce n'est pas n'importe quoi. Là, l'impact sur les bâtis, donc bien sûr, plus le bâti est sensible, plus l'impact risque d'être important. Donc il faut bien faire la différence entre un bâti peu sensible et un bâti très sensible. Et l'intervention suivante, je crois qu'elle vous développera davantage cela. Quelques rappels très rapides, parce que vous êtes tous des professionnels. Donc, quand on fait un tunnel, effectivement, l'amplitude d'étassement, elle est fonction de beaucoup de choses. Comme on a parlé ce matin, l'épaisseur de la couverture joue terriblement, la qualité des matériaux aussi, et puis les méthodes aussi. Donc, on a pas mal de paramètres qui vont intervenir. Là, on voit, quand c'est en méthode conventionnelle, qu'on a, entre guillemets, cette chance de provoquer l'étassement progressivement. Donc, on peut, à la limite, intervenir quand on se dit, attention, à terme, on va dépasser les seuils qu'on s'est prescrits, donc il faut dès maintenant mettre en œuvre des mesures correctives. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Quand on passe avec un tunnelier, on a un peu moins de temps pour réagir, mais on a encore un petit peu de temps. Ce qui est embêtant, c'est quand on a la chance d'avoir une cuvette qui évolue bien, c'est-à-dire qu'au début, on va fissurer en ouverture les bâtis, et puis après, en continuant, le tassement différentiel va se réduire, et par miracle, les fissures vont se refermer. Bon, ça, c'est très bien, mais ça, c'est de la théorie. Quand on passe à la pratique, malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Donc, ce qui est important, c'est de bien suivre une étape bien ordonnée pour maîtriser ces risques et ne pas se faire noyer par les 2000 bâtis que l'on a à considérer dans le cadre de son projet. Donc la première étape, bien sûr, c'est de pouvoir hiérarchiser les bâtis en fonction de leur sensibilité. Bon, ceci, c'est facile à dire. Pour le faire, il faut aller dans le détail. Donc c'est les fondations, c'est le type de structure, etc. Donc il y a tout un tas de paramètres qui permettent de dire, au bout du compte, voilà, je vais pouvoir classer mes bâtis en 3 catégories, ou en 4 si on veut, peu sensible, sensible et très sensible. Donc ça, c'est la première étape. Ça permet au moins de se focaliser après sur ce qui vaut le coup d'être regardé de plus près. Après, on définit les seuils. Alors là, les seuils de déformation, effectivement, c'est une étape qui est importante. C'est-à-dire pour chaque classe de sensibilité, arriver à savoir quelles sont les déformations qui vont produire quel type de désordre. Parce que le maître d'ouvrage est intéressé de savoir, et puis les riverains encore plus, quel type de dommages il risque de voir arriver
sur leur ouvrage à eux. Donc, c'est classé en général maintenant. Il y a donc les recommandations de l'AFTES qui ont essayé un petit peu de ne pas laisser trop d'imagination et de liberté aux ingénieries, où on dit, ben voilà, ça peut être esthétique, architecturaux, fonctionnel et structurel. Alors, quand on arrive aux états limites ultimes, là, il vaut mieux faire autre chose. Troisième point très important, c'est d'arriver à faire comprendre au maître d'ouvrage qu'il faut qu'il définisse les dommages qu'il est prêt à accepter. Alors, quand on est en conception, c'est difficile à lui faire comprendre. Quand on est en réalisation, on les comprend beaucoup plus rapidement. Mais c'est quand même un petit peu tard. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir que si on ne veut aucun désordre, on va lui sortir un projet qui va coûter très cher. Alors, quand on est en réalisation, qu'on a déjà un petit peu de désordre, et qu'on lui dit je viens juste de faire la station, j'ai le métro, le tunnel à creuser derrière, ça va provoquer encore des déformations, donc des désordres, et qu'on lui dit si vous ne voulez pas accentuer les désordres, ça va vous coûter, et c'est des chiffres que je donne non pas au hasard, mais c'était réel, 1 million d'euros, 3 mois de délai. Si par contre on ne le fait pas, on va créer d'autres fissures, et il faudra reboucher les fissures. Quand on présente comme ça, je crois qu'on n'a pas de difficulté à convaincre le maître d'ouvrage qu'il vaut mieux provoquer quelques désordres contrôlés, bien évidemment. Donc, la définition du niveau des dommages est très importante, lui faire comprendre qu'il doit en accepter sur le principe. Après, étude, bien sûr, la quatrième étape, c'est étudier l'influence qu'aura le tunnel sur le massif, donc sur le bâti qui se trouve construit sur le massif. Et donc là, c'est tous les calculs que vous avez pu voir ce matin, éléments finis et autres, qui permettent de savoir à peu près quelles seront les déformations, les plus importantes étant bien sûr l'élongation et le tassement différentiel. Tassement absolu, s'il est uniforme, on n'a pas trop de problèmes. Et une fois que l'on a fait cela, c'est là où on arrive au point clé du management des risques, c'est-à-dire qu'on compare ce que l'on est prêt à accepter en désordre et donc en déformation, et la prévision de déformation. Si cette comparaison nous conduit à dire pas de problème, ben ce bâti-là, je n'irai pas faire, bien sûr, de référé préventif ou de constat d'huissier. Si par contre je suis tangent, c'est là où j'en ferai à ce moment-là. Et si c'est inacceptable dès le départ, je reprends mon projet pour diminuer, bien sûr, l'influence du creusement du tunnel sur le bâti en question. Bon, là, c'est juste pour vous donner un exemple de type de déformation qui ont été contractualisés en fonction des dommages, justement, que l'on accepte. Donc, on voit tout de suite que ce que l'on essaye de faire comprendre au maître d'ouvrage, c'est d'aller jusqu'au dommage architectural. Le dommage fonctionnel, ça commence à être gênant. Bon, je ne parle pas du dommage de structure, parce que là, celui-là, c'est pour les mauvais élèves. Donc, pour savoir ce que l'on en fait après, voilà un petit tableau. Bon, c'est des ordres de grandeur, bien sûr, chaque cas est à étudier en particulier. Mais quand on compare donc l'estimation que l'on a fait de l'influence du creusement sur le massif et donc sur le bâti, qu'on le compare au seuil que peut accepter le bâti en question. Donc si on est relativement loin du seuil, c'est-à-dire là j'ai pris l'exemple et c'est effectivement quelque chose qui est d'ordre de grandeur, je suis à la moitié de ce qu'il peut accepter, là je ne fais même pas de constat d'huissier. Je n'en parle plus, je ne m'occupe plus de ce bâti-là. Si par contre je commence à me rapprocher du seuil qui peut être accepté par le bâti, à ce moment-là, je commence à regarder de plus près. Et donc on essaye, le constat d'huissier, c'est quelque chose qui est rapide à faire et où, d'un point de vue légal, on n'a pas besoin d'avoir tous les intervenants, donc pas besoin de l'entreprise, donc ça peut être anticipé. Par contre, quand on passe au référé préventif, là, il faut un certain temps. Donc ce n'est pas au dernier moment que l'on peut faire des référés préventifs, et pourtant, il faut attendre que l'entreprise soit désignée. Donc c'est pendant la phase de préparation de chantier, étude, d'exécution, qu'on peut à ce moment-là faire des référés préventifs. Bon, bien sûr, quand on arrive au-dessus du seuil acceptable, il faut reprendre soit le projet de creusement, soit le confortement du bâti. Après l'étape, pendant la phase construction, c'est l'étape la plus fondamentale, celle-là. Contractualisation des seuils, bien sûr, et donc la gestion du risque bâti au niveau de l'entreprise, constats d'huissier qui doivent être faits effectivement avant ou une fois que l'entreprise est choisie, il n'y a pas de problème. Référé préventif pour les bâtis qui ont été sélectionnés, donc au lieu d'en avoir 2000, on en aura peut-être plus que 300. Mais il faut déjà les faire, les 300. Donc il faut la nomination de l'expert, il faut faire
les référés, donc les constatations de place, ça demande un certain temps. Et l'autre point qui est très intéressant, et on a pu le mettre en pratique, pas dès le départ, mais en cours de chantier sur une opération, c'est de passer un marché spécifique pour réparer les désordres des bâtis. Parce que ce qui est très désagréable pour un riverain, c'est d'avoir donc une fissure, enfin un petit désagrément chez lui, et de ne voir personne, et d'attendre des mois pour qu'il y ait une réparation. Or, si on a passé un marché spécifique, qui est différent du marché, du gros marché, c'est un marché de bâtiment et non pas un marché de génie civil, à ce moment-là, on peut intervenir beaucoup plus rapidement. Et c'est très, d'un point de vue impact sur les riverains, c'est très très bien apprécié. Donc, marché spécifique pour réparer les dommages sur les bâtis. Quant à la prise financière de ce marché-là, qui est passé donc avec une entreprise autre que l'entreprise de creusement, il y a une règle générale qui est le fameux seuil contractuel. On dit, si on n'a pas dépassé le seuil contractuel, c'est le maître d'ouvrage qui payera. Si on l'a dépassé, c'est l'entreprise qui va payer. Bon, ça c'est caricatural, parce que bien évidemment, si l'entreprise dépasse le seuil, parce qu'il y a un aléa très important, imprévisible qui s'est produit, à ce moment-là, bien sûr, on en discute. Après la prise en compte finale, parce que chaque intervenant est assuré. Donc il faut voir que l'intervenant, le premier, c'est le maître d'ouvrage. Donc lui, il a une assurance. S'il prend une assurance, donc responsabilité civile sans franchise, ça veut dire qu'il peut faire intervenir son assureur dès le premier petit sinistre. Donc s'il fait intervenir l'assureur, bien évidemment, il va nommer un expert, il va y avoir des réunions d'expertise. Quand vous multipliez ça par nombreux petits sinistres, ça prend un temps fou. Donc ce n'est pas une optimisation du management des risques. Donc ce qui est conseillé et qui se passe en général, c'est que le maître d'ouvrage prend une police avec une franchise. Le tout, c'est de définir correctement le niveau de franchise. Parce que s'il est trop bas, on se retrouve dans le même cas. Mais quand on arrive comme cela, effectivement, cela veut dire simplement que le maître d'ouvrage, dans son budget d'opération, il doit prévoir un budget pour les petites réparations. L'autre point qui est très important en phase construction, c'est bien plus sur le retour d'expérience. On a la chance d'avoir un ouvrage linéaire. Donc, quand on fait la dernière moitié du tunnel, on en sait beaucoup plus que quand on a fait la première moitié. Donc, il faut bien penser à réviser l'influence, non pas le bâti, parce que le bâti, lui, n'a pas changé entre-temps, mais bien réviser l'influence du creusement du tunnel sur le massif et sur le bâti, parce qu'on a des informations qui permettent de mieux caler à ce moment-là les prévisions. Bon, là, c'est pour montrer les différents seuils, seuil de vigilance, seuil d'alerte, le seuil contractuel qui est normalement au-delà du seuil d'alerte quand même. Quant au seuil d'urgence, je n'en parle pas, c'est là où il faut tout de suite intervenir par sécurité, sécuriser d'abord le dessus, le bâtiment, et sécuriser bien sûr le tunnel s'il y a un problème particulier. Alors la définition des seuils, vous êtes à peu près tous au courant, mais enfin j'ai mis ici un petit peu les seuils fondamentaux qui existent. Dans le marché de l'entreprise, il y aura donc un seuil contractuel qui correspond à ce qu'accepte le maître d'ouvrage comme désordre sur le bâti. Il y aura donc un seuil de vigilance qui permettra, en cours de travaux, de renforcer la vigilance si on l'atteint. Ça veut dire, attention, ça ne se passe peut-être pas comme c'était prévu et qui nous a conduit à dire qu'on pouvait passer sous le bâtiment sans disposition autre que celle que l'on a prévue dans notre projet. Et à partir du seuil d'alerte, alors là, effectivement, il y a des mesures à mettre en place. Donc le seuil d'urgence, c'est les mesures de sauvegarde pour ne pas avoir de sinistres plus importants. Quand on en est à l'apparition du fontis, c'est sûr que la mesure de sauvegarde s'impose. Alors l'adaptation du seuil contractuel, la tendance du maître d'ouvrage, comme parfois du maître d'œuvre, c'est de fixer des seuils très bas, bien évidemment, parce que là, on est tranquille. Mais il faut bien voir qu'après, quand on passe aux travaux, quand on a fixé un seuil trop bas, on l'atteint très rapidement et l'entreprise, elle s'arrête et elle nous dit, ben voilà, moi j'ai pas fait d'erreur, j'ai rien fait, je suis déjà à un niveau de tassement tel que je vais dépasser les seuils. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut renforcer le bâti? Et c'est là où on est obligé de dire, ben non, dans ces conditions, compte tenu de l'analyse que l'on fait, on accepte de relever le seuil pour ce cas particulier. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, dès le départ, vouloir mettre des seuils trop bas, parce que sinon, en phase chantier, c'est ingérable. Alors, la gestion des incidents, là aussi,
il y a 1000 bâtis, si on a 500 riverains qui viennent se plaindre d'une fissure, il faut arriver quand même à gérer tout cela, et ça fait beaucoup de paperasse. Donc le plus important, c'est avoir tout de suite une fiche d'incident qui permet de savoir à peu près qu'est-ce qui s'est passé. Avoir bien sûr un tableau Excel où on liste tous les incidents et l'étape où on en est dans la gestion de cet incident-là. Visite du maître d'ouvrage, maître de AMO bâti et de l'entreprise. Ça, c'est fondamental de faire une petite visite au départ. On fait chiffrer par le marché spécifique, donc ça va très vite, ça. Et après, eh bien, on fait faire les travaux. Et on peut mettre un peu plus de temps s'il y a un litige sur la réparation qui doit prendre en charge la réparation, mais ce n'est pas contesté par aucune des parties puisque ça a été défini dès le départ. On a bien dit, il y a un marché de travaux qui fera les réparations et tout le monde accepte ce marché-là. Donc il faut contractuellement, bien sûr, y penser dès le départ, on peut le rajouter après. Nous l'avons rajouté après sur un chantier, mais en parfaite discussion et transparence entre tous les intervenants. Alors pour terminer, juste une petite illustration donc, sur ce chantier-là où ça a été mis en cours de chantier, non pas mis au préalable. Donc effectivement, on avait donc on avait fait un bilan de tous les bâtis qui se trouvaient dans la ZIG, dans la zone d'influence géotechnique. Et donc il y a eu 300 bâtis avec constat d'huissier et 250 bâtis avec référé préventif. Donc ce qui s'est passé réellement, c'est le retour réel, on a eu une plainte de riverains tous les 46 mètres. Je l'ai ramené au mètre de tunnel. C'est une mesure comme une autre. Donc en fait, il faut bien voir, il y a des stations et il y a des tunnels. Donc sur les stations, on a eu 40% de toutes les plaintes et 60% sur les tunnels, bien qu'en linéaire, ce ne soit pas du tout ce type de relation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, 43% des plaintes ont été sans suite. Donc ça, je ne vous donnerai pas d'exemple parce qu'il y en a trop, de gens qui veulent en profiter pour remettre à neuf leur bâti, mais ce n'est pas l'objectif de ce projet quand même. Donc réellement, il y a eu un dommage constaté en moyenne tous les 80 mètres. Donc ça vaut le coup quand même de mettre en place quelque chose d'efficace pour pouvoir gérer cela. Ça représente un gros volume. Et c'est quand même pas le point le plus important du projet. Le plus important, c'est quand même d'effectuer le creusement et de réaliser l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on a pu constater au bout du compte? C'est que finalement, il y en a beaucoup où ça ne coûte pas cher. C'est reboucher une fissure, redonner un coup de peinture. Donc tout ça, il y a eu 66% de ces sinistres réels, où il y a eu donc des désordres, qui ont coûté moins de 3 000 €. Donc ça vaut le coup quand même de prévoir un petit budget qui évite pour 3 000 € de faire venir des experts, de faire des réunions, de définir ce que l'on va faire, d'aller consulter des entreprises, etc. Donc 66% ont coûté moins de 3 000 €, 28% entre 3 et 25 000 € et on n'a eu que 6% d'un coût supérieur à 25 000 €. Donc ça veut dire que normalement, sur tous ces sinistres qui se sont produits, il n'y en a vraiment que peu qui nécessitent une approche classique avec expertise, savoir qui est responsable, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et en conclusion, donc, la gestion du risque avoisinant ne résout pas tout. On a eu quand même donc, des cas où il a fallu aller plus loin et faire une expertise avec les assureurs. Donc là, on voit que c'est une perte de temps énorme. Elle doit intervenir après une conception robuste, parce qu'il ne faut surtout pas dire, comme je fais un management des risques, je vais alléger ma conception. Et ça, c'est un peu la tendance, parce que quand on chiffre après le projet, la conception allégée combien un coût de projet de base qui est moins élevé. Par contre, l'évaluation du management des risques et donc du coût des risques devient beaucoup plus important. Donc ne pas faire de la conception allégée, mais bien une conception robuste, y compris en étude d'exécution, parce que ça aussi c'est déjà arrivé, où en étude d'exécution, je mesure mes paramètres, je déshabille le projet, et puis je commence, et puis oh, pas de chance, mon auscultation montre que ça se déforme plus que prévu, et donc il faut que je refasse ce qui était prévu au départ. C'est pas la peine de faire des allers-retours. Donc elle doit intervenir après une conception robuste pour que ça soit une aide, et non une contrainte. Je ne voudrais pas que ce management des risques fasse comme le management de la qualité au tout début, où on faisait des tas de paperasses, on les mettait dans le tiroir, et aux travaux, à ce moment-là, on commençait à faire des travaux sans parler de la qualité. Le management des risques, c'est pareil, c'est pas la peine de faire des tableaux avec 152 sans risque, de le mettre dans le tiroir, et puis après de travailler sans se préoccuper de ce qui peut se passer.
Et l'optimisation de cette gestion, donc, elle suppose un partage clair des responsabilités, savoir dans quelles conditions on est responsable. Le maître d'ouvrage est quand même responsable des conditions géotechniques, l'entreprise de ses méthodes, des moyens qu'elle met. Donc ça, c'est une belle clé de répartition déjà. Un marché spécifique pour la réparation des dommages, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc ça coûte moins cher et ça prend moins de temps. Donc un gain en coût et en délai, ce qui est pas mal quand même. Une intervention de l'assureur du maître d'ouvrage limitée, parce que sinon on se repart sur des expertises et ça peut bloquer le chantier. Et la mise en place d'un comité de risque, là, c'est pour résoudre les cas qui ne peuvent pas être résolus dans le cadre du simple management des risques, il faut pouvoir discuter entre eux. Et ça, c'est indispensable. Et en conclusion, donc la bibliographie, donc ça, il y a eu pas mal de documents. Le dernier étant celui de la thèse du GT16, qui est sorti. Et surtout, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'effectivement, ce n'est pas vous qui aurez le dernier mot, c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Donc il vaut mieux la comprendre pour pouvoir la satisfaire et faire un beau projet. Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message ce matin et cet après-midi.